Salut à toutes et à tous, pas d'Antoine Pimel ce matin, malheureusement j'ai la lourde responsabilité de tenter de le remplacer, mais heureusement je suis avec Shai Mamou, l'indéboulonnable, élément essentiel du CQFR s'il en est. Hier il y avait alors, deux matchs NBA, on va y revenir dans un deuxième temps, mais il y avait d'abord la finale du tournoi NCAA garçon qui voyait s'affronter donc l'université de Florida à celle de Houston. Match qui s'est joué jusque dans les dernières secondes du match. Match tendu, je vous donne le résultat pour commencer. Donc victoire finale de Florida 65-63. Je pense que Florida a pas mené plus d'une minute dans ce match. Parce qu'ils ont mené, ils étaient à 8-6 au début de match. 64 secondes très exactement. Alors tu vois. Ah, donc à 4 secondes près, j'étais pas loin. Et puis après, ça s'est joué sur le fil. Shai, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette finale qui était très disputée? Moi, franchement, j'ai bien kiffé quand même, même si c'était pas un gros score. C'est ça. Alors, c'est pas le tournoi où on a vu le plus beau basket de l'histoire du tournoi universitaire. Par contre, il y a eu beaucoup de matchs sur ce modèle-là, avec des grosses remontées, des fins de match hyper haletantes, des erreurs comme partout. Hein. C'est pas parce que c'est la NCAA qu'on va pointer plus d'erreurs qu'en NBA, mais énormément d'intensité, de stress dans les dernières minutes. Une équipe de Florida qui a fait un peu de cette capacité à renverser des situations sa marque de fabrique. Et c'était Houston semblait enfin être sur le point de remporter son premier titre NCAA. Il y avait eu deux finales avant. Les gens se rappellent peut-être pas de 83 et 84 avec Faiz Lamajama, avec Hakim et compagnie. Mais c'est encore une fois un échec, et Florida qui, pour sa part, remporte son troisième titre. Ce que je retiens, c'est que le plan de Houston était très bon. Ils avaient vraiment ciblé Clayton Jr. qui marchait sur l'eau depuis le début du tournoi. On avait parlé rapidement de ces deux matchs à 30 et 34 points. C'était la première fois qu'il y avait un joueur depuis Larry Bird qui, à ce stade du tournoi, marquait autant de points. Ils l'ont très, très, très bien pris en première mi-temps notamment. Il n'a pas marqué de panier de toute la première mi-temps, Clayton. Donc, c'était un bel exploit. Et derrière, ça s'est tendu. Florida a fait un peu parler l'expérience probablement. Et Houston c'est malheureusement effondré, malheureusement pour eux, hein, pour les Cougars. Et c'est Florida, encore une fois, qui réussit à remporter. Vraiment, à la toute fin, c'était hyper tendu. T'étais devant le match. Hein, t'as vu à quel point c'était chaud. Et c'était tout ça sous les yeux de quelques glorieux anciens des deux facs, notamment. C'était c'était pas le à niveau. Hein, c'était pas le plus beau match. C'est pas les deux facs que je préfère en NCAA. Mais il y avait vraiment l'intensité qu'on aime dans ces tournois-là, dans ces matchs. Puis tu vois même sur la déception des joueurs ou la joie des joueurs de l'autre côté, tu vois à quel point c'est important un titre universitaire pour des joueurs. Une finale, t'as presque l'impression que la plupart joueront pas en NBA, joueront jamais en NBA. Donc c'est un moment de vie qui est tellement incroyable où je trouve que ça se ressent vachement quand même dans les matchs, et c'est ce que j'aime bien aussi. Ouais, il y avait un parfum de match à l'ancienne sur ce match-là, honnêtement, parce que c'était un tout petit score. Et c'était vraiment le type de match où il n'y a pas il y a pas un joueur qui a sorti un carton mémorable. Mais par contre, chaque possession vraiment valait de l'or, était essentielle. C'est intéressant ce que tu dis là sur effectivement le plan de jeu de Houston là, qui était parfait. Défense hyper agressive, des prises à deux tout de suite sur Walter Clayton Jr. pour le sortir du rythme, l'empêcher de scorer. Je sais pas si tu as vu, cette semaine, il y a pas mal de petites vidéos qui sont sorties des entraînements de Houston où tu les vois avec tout un tas de drills, ces exercices sur comment se jeter sur des ballons au sol, aller gagner des possessions en plus. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'est vraiment ce qui a marché pour Houston sur tout le début du match, et de manière un peu symptomatique, ou du moins c'est une image assez forte. Florida gagne le match sur une action défensive de Walter Clayton Jr. là, qui vient empêcher un tir à 3 points, et le pivot, je crois que c'était Alex Condon, voilà, qui se jette au sol et qui est le premier arrivé sur le ballon au sol. Donc c'était un petit peu l'image même du renversement de situation, parce qu'en fait c'était ça, il y a eu des renversements de situation tout du long. Il y avait 3 points d'écart simplement à la mi-temps en faveur de Houston. Donc Florida qui s'était quand même accroché pendant toute la première mi-temps, et tout de suite, début de deuxième mi-temps, tout ce qui peut mal se passer pour Florida se passe mal. Ils prennent des fautes, des coups de sifflet, même parfois un peu incompréhensibles, derrière, qui ont été compensés par d'autres coups de sifflet tout aussi difficilement compréhensibles, et ils se retrouvent à moins 12. Ouais, vas-y. C'est l'arbitrage universitaire, hein, faut s'y faire tous les ans, c'est pareil, mais bon. Ouais, voilà, des fois c'est un peu compliqué de suivre ce qui se passe. Et ouais, ils se retrouvent à moins 12.
Et moi, ce que j'ai trouvé impressionnant vraiment sur cette deuxième mi-temps du côté de Florida, c'est la manière dont ces jeunes athlètes ont réussi à rester concentrés, stay de course, comme disait leur coach après, par la suite. Là, ils sont restés sur le plan de jeu, ils sont revenus petit à petit. Et tu sais, en voyant la première mi-temps de Walter Clayton Jr., dont on commençait à parler en prévision de la draft. Alors, il y a même, en début de saison, il n'était même pas sur les mock drafts du tout. Après, voilà, il se fait un chemin jusque dans le deuxième tour, dans les dernières mock drafts, moi, que j'avais pu voir, il me semble, il était au deuxième tour, à voir ce que ça donnera. Mais limite, je trouve que finalement, le scénario de ce match apporte encore plus de crédit aux joueurs, parce que malgré une première mi-temps catastrophique, ou du moins il n'est pas du tout en capacité de marquer, il est resté concentré et il a fini par retrouver le moyen il a trouvé le moyen de peser en fait quand même sur le match. À la passe, je l'ai trouvé très bon. Au rebond, il a été chercher des rebonds importants. Comme on le disait, la dernière possession, la défensive, c'est lui finalement qui fait l'effort supplémentaire pour forcer une balle perdue du côté de Houston, qui avait le ballon de fin de match. J'ai trouvé vraiment que c'est un joueur qui a prouvé qu'il a beaucoup de ressources. Alors, il est un peu vieux, hein, c'est sa 4e année, enfin, pour les standards NBA actuels. Et c'est un senior. Il n'est pas très grand, 1m91. Je trouve qu'il est quand même plus athlétique qu'il n'en a l'air. Tu sais, alors, toute proportion gardée, je dis pas du tout qu'il a le potentiel pour devenir ce joueur-là, mais il m'a un peu fait penser à Jamal Murray, tu vois, dans la capacité à créer avec un bon tir extérieur, à être plus athlétique que tu n'imagines qu'il l'est. Donc je sais pas ce que l'avenir lui réserve en termes de carrière professionnelle, mais c'est vraiment un très beau joueur. Il aura sa chance, je pense, qu'il soit drafté ou non. De toute façon, maintenant, on sait que les seniors ont un peu plus d'opportunités qu'à une époque. Et on commence à voir vraiment la valeur des seniors, même pris plus haut que dans un passé récent. Lui, typiquement, il aura ses opportunités. Après, ça va dépendre d'où il va atterrir. Il aura peut-être un petit rôle, quelques opportunités. Dans le pire des cas, et c'est plutôt un bon scénario aussi, hein, Antoine, il disait, il a vraiment une tête et le nom et le jeu d'un mec qui va ultra cartonné en Europe pendant 10 ans, donc ça peut aussi être ça. Hein. Mais c'est des joueurs, c'est ce qui est marrant avec le tournoi aussi, parce que toute l'année, on parle en regardant plus ou moins de loin les matchs, en disant, nous, on attend les joueurs qui vont être draftés, c'est souvent des freshmen, et pourtant, tu as des joueurs comme ça qui sont pas du tout sur les radars. Lui, c'est un transfert de la fac de Iona, qui est pas la plus réputée non plus, là, c'était sa 2e saison à Florida. Et je pense qu'il est typiquement dans le moule de ces mecs qui vont peut-être trouver un spot en NBA dans une équipe bien coachée, compétitive, qui est capable d'utiliser ces mecs-là et qui présente un avantage parce qu'ils sont déjà prêts, en fait. Ils ont déjà la maturité pour jouer en NBA. Ils n'auront jamais le plafond de certains de leurs camarades qui ont fait du one and done. Mais là, avec ce qu'on a vu quand même, il y a du gros scoring, il y a de l'intelligence. Voilà, chaque année ou presque, il y a de ces mecs-là qui arrivent à sortir et qu'on voit après plus tard. Là, dernièrement, je sais pas, sur la dernière, Dalton Connect, c'est un mec qui avait de la bouteille aussi. On voit qu'il est arrivé, il a un très bon rôle dans une bonne équipe NBA. Tous les ans, il y en a. Donc, je me fais pas trop de soucis pour lui. À mon avis, on va le voir. Puis, il y a le pedigree champion aussi qui compte, je trouve. De se dire, c'est un mec qui a été dans une équipe qui a gagné. On a besoin de mecs avec cette culture de la gagne. Clayton, il en fait partie, même si ça n'a pas été... Alors, il a été élu MOP quand même, parce que c'est sur l'ensemble du Final Four. Sur le match précédent, il claque 34 points contre Auburn. Forcément, ça a marqué les esprits. Mais ouais, moi je vois une carrière. Dans tous les cas, on le reverra, c'est sûr, que ce soit NBA ou dans nos championnats européens. Ouais, je pense qu'il pourrait au moins faire aussi bien que l'un des 2 rookies des Lakers cette année, par exemple. Je vous donne quand même ses stats sur la finale. Donc, il a été MOP, 11 points, 5 rebonds, 7 passes, 1 interception, 1 contre, 3 balles perdues simplement. Et en fait, honnêtement, tu sais, même si c'est Will Richard qui termine avec 18 points, 8 rebonds, qui a tenu la baraque en attaque sur la première mi-temps pour Florida, je trouve vraiment que ce trophée de MOP est mérité pour Walter Clayton Jr. au vu de ce qu'il a fait sur la demi-finale, mais aussi ce qu'il a fait sur la deuxième mi-temps, où c'est quand même lui qui est à la baguette sur les moments importants. Il met des lancers francs ultra clutch. À la passe, vraiment, je l'ai trouvé très bon. Donc vraiment intéressant. De l'autre côté, quand même, je vous donne certaines stats du côté des Cougars. C'est LJ Cryer qui termine avec 19 points, lui aussi, qui a fait une superbe deuxième mi-temps. Ouais, il est bon. Vraiment très très bon. La balle perdue que je retrouve le joueur. Tac, c'est... Ah oui, Emmanuel Sharp, malheureusement, qui fait aussi un bon match, et c'est lui qui perd l'ultime ballon. Il y a un autre joueur, moi, que j'ai beaucoup aimé sur cette finale. Je vous avoue que j'ai pas suivi suffisamment la saison NCAA pour vous dire ce qu'il en est, mais c'est l'intérieur, en tout cas, il jouait 4. Thomas Hawk, qui finit avec 5 points, 5 rebonds, 3 passes, et que j'ai trouvé très très bon dans
toutes les petites choses, joueur avec un gros QI basket. Ouais. Lui aussi, en le voyant, je me suis dit, alors je sais pas du tout s'il a le profil, je pense que ça va certainement trop juste pour briller en NBA. Par contre, il a vraiment le profil pour faire une carrière pro, je pense, dans tous les cas, vraiment un joueur intéressant. Ouais, c'est qu'un sophomore ouais, en plus, hein, il va peut-être, je sais pas s'il a prévu ouais. mais il peut encore rester 1 an ou 2 et continuer, si sa cote est pas encore assez élevée. Bon là, il est dans une équipe championne et tout le monde a vu qu'il était bien, donc je pense qu'il peut tenter sa chance. Pareil, même s'il est pas drafté ou qu'il est pris qu'au 2e tour, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Voilà. Et bah oui, quand même, les Houston, enfin, vous l'aviez dit, mais qui avait réussi l'exploit, entre guillemets, de sortir Duke en demi-finale. Nouvelle défaite, effectivement. Je sais pas si tu as vu ces images. Après, justement, la fameuse demi-finale, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un imbroglio, mais il y avait Hakeem Olajuwon qui était dans la salle et à qui on a interdit l'accès au terrain alors qu'il voulait aller célébrer avec les joueurs de Houston. Parfois, tu te demandes. Ils l'ont pas reconnu. Ils peuvent pas dire qu'ils l'ont pas reconnu, là. Ce serait chaud. Il y a Houston, la fac de Houston et le mec, le meilleur joueur de l'histoire des Rockets, c'est dur quand même. Voilà, donc bon, ça, mystère. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter sur cette finale NCAA ou sur ce tournoi dans l'ensemble. Non, mais ce tournoi était vraiment plaisant. Surprenant, mais pas dans le sens habituel, quoi. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait 4 têtes de série numéro 1 qui se retrouvent à la fin. C'est assez incroyable. C'est que plutôt le tournoi où on voit des upsets dans tous les sens. Et bon, bah là ce coup-ci, ça n'a pas été le cas. Mais moi, j'ai trouvé le tournoi plutôt cool et assez divertissant, ouais. Ouais, très bien. Donc les 2 MOP de ce tournoi, donc Walter Clayton Jr. pour les garçons et Azzi Fudd pour Yukon et non pas Aziz comme l'a prénommé Charles Barkley pendant sa brillante intervention à la mi-temps du match d'hier. Je savais que ça te plairait, Sacha. Ah, j'avais pas vu, c'est toi qui me l'as appris tout à l'heure. J'avais du mal à y croire, mais bon, passons. Allez, il y avait quand même 2 matchs qui se jouaient en NBA hier. Alors, c'était pas les affiches forcément les plus sexy de l'année. Je te propose qu'on commence quand même par ce qui s'est passé du côté de Sacramento, parce qu'il y a eu une perf assez énorme de Zach LaVine qui termine avec 43 points au compteur dans la victoire 127-117 face aux Detroit Pistons. Ouais, 43 points pour LaVine qui trouve bien ses marques là offensivement quand même. Bon, de toute façon, on n'en doutait pas une seconde. C'est un joueur très très fort offensivement. La question c'était est-ce qu'il allait vraiment totalement faire basculer Sacramento dans une autre dimension presque avec d'autres ambitions. Je pense pas que ce soit le cas. Mais sur ce match-là, il a été vraiment bon. Il est excellent dans le 4e quart-temps. J'ai pas regardé encore les stats. Ce qu'on nous a fait remarquer dans le podcast d'hier, qu'on n'a pas parlé du trophée, de l'un des nouveaux trophées, enfin des trophées les plus récents sur le clutch player. J'ai l'impression que LaVine, les 4e quart-temps, c'est toujours une chaudière et il met toujours 15-20 points. C'est assez impressionnant. Et là, contre Détroit, il a effectivement encore été décisif. Et Détroit menait dans ce match. Hein. Ils étaient en tête à la pause. Kate Cunningham a été très bon. Il a marqué 35 points. Et pour que les Kings gagnent leur 3e match de suite, il a fallu que LaVine s'emploie, que Sabonis nous fasse encore un triple-double. Et donc permettre à Sacramento de prendre alors définitivement ses distances avec Phoenix, ça me paraît clair, mais de rester devant Dallas sur cette lutte qui passionnait pas tellement Antoine, hein, qui pour lui il aimerait que Dallas et Sacramento n'aient même pas la chance de jouer le play-in, mais en tout cas sur cette lutte-là, Sacramento est pour l'instant devant. Ouais, parce qu'ils sont actuellement donc 9e avec effectivement 7 victoires de moins que le 8e Memphis. Donc voilà pour l'argument d'Antoine qui s'entend assez bien. Sacramento, compliqué hein, quand même, hein, parce qu'ils ont viré le coach, ils ont changé des joueurs. Après, il y a eu après le changement de coach, il y avait eu une petite période dorée là où tout allait bien pour l'équipe de Doug Christie. C'est vite retombé. On verra à suivre, on verra ce qui se passera cet été du côté. Ouais, vas-y. J'allais dire, et ce sera à suivre, hein, c'était peut-être par précaution, j'ai pas été vérifié après, mais Malik Monk s'est sorti en cours de match blessé au mollet, et on sait que c'est quand même un joueur important pour cette équipe. Ouais, exact. Et du côté de Détroit, je vous donne quand même, parce que là, on est vraiment dans les derniers jours de la saison régulière. Détroit, donc, qui est 6e, avec une victoire de retard sur Milwaukee pour l'instant, mais bien entendu, ça peut encore bouger. Il y avait un autre match entre 2 équipes de la conférence Est. J'ai l'impression que c'est le résultat qui était le meilleur résultat possible pour les 2 équipes, dans le sens où Miami a remporté 117-105 face à Philadelphie. Une belle victoire pour Miami qu'on avait bien besoin, et
probablement une belle défaite pour Philadelphie qui maintenant fait le maximum pour pouvoir essayer d'aller choper le pic le plus haut à la prochaine draft. On avait, que j'allais dire que la défaite dont ils avaient besoin aussi, hein, évidemment. Ça n'a pas été si simple que ça pour Miami. Hein. Philadelphie a opposé une petite résistance quand même, alors qu'il n'y avait pas Gershon et Yabusele. Bon, le 5 encore à chaque fois, c'est toujours le petit jeu d'Antoine de nous sortir le 5 des Sixers, Butler, Grimes, Walker. Vas-y si tu veux. Hein, ouais. Non, pardon, c'est ce que j'allais dire. Allez, Marcus Bagley, Adem Bona, Jared Butler, Quentin Grimes et Lonnie Walker Force, avec 2 mecs qui ont claqué 29 points quand même. Le pire, c'est que c'est même pas pour leur manquer de respect, parce que Grimes, c'est un très bon joueur, on en a parlé pas mal. D'ailleurs, c'est un ancien de la fac de Houston, hein, dont on parlait juste avant. Jared Butler, je dis pas de bêtises, c'est un MOP du Final Four aussi, qui avait été champion avec Baylor. Donc c'est des très bons joueurs, mais universitaires. Lonnie Walker, c'est un peu un électron libre, capable de faire de belles choses, voilà. Et Bagley et Bona, c'est des joueurs professionnels, mais c'est pas suffisant pour les Sixers pour gagner des matchs contre une équipe de Miami qui a besoin de gagner, parce que alors si la 10e place est largement assurée, évidemment, il y a encore la possibilité de finir. Là, il leur reste 3 matchs. Ça va être compliqué d'aller chercher Orlando à la 7e, mais si Atlanta et Chicago se loupent, en sachant qu'il y a un Miami-Chicago mercredi, ils peuvent finir au moins 9e et avoir l'avantage du terrain sur le premier barrage du play-in. Ouais, du côté de Miami, il y a eu 3 joueurs notamment qui se sont vraiment mis en valeur. J'ai envie de commencer par Kelly Ware avec un énorme double-double, 19 points, 17 rebonds, 2 passes, 1 contre. C'est vraiment, pour le coup, dans cette saison compliquée de Miami, c'est l'une des belles réussites, je pense, sur le potentiel. Hein, Kelly Ware, vraiment, qui continue d'impressionner. Tyler Hero qui termine avec 20 points et Duncan Robinson en sortie de banc, 21 points, 7 sur 8 au tir, 5 sur 6 à 3 points. Voilà ce qui a fonctionné à bloc du côté de Miami, qui jouait quand même, faut le rappeler, sans Bam Adebayo, blessé au dos, sans Andrew Wiggins, voilà, simplement. J'ai cru que tu allais dire et sans Jimmy Butler, mais c'était un peu trop facile. C'est ça, non, j'allais dire sans Terry Rozier, mais bon, c'est autre chose. Et Davion Mitchell, 12 points aussi en sortie de banc, c'est lui qui termine même avec le meilleur plus-minus du Miami Heat. Je vous redonne, je sais plus si tu l'as donné, ouais, si, tu as donné le classement, effectivement, tu as dit que Miami était 10e pour l'instant, pouvait remonter. En ce qui concerne Philadelphie, donc ils sont maintenant tout simplement 11, 12, 13e de la conférence Est, 4 victoires d'avance sur Charlotte. Bon, ça va être dur d'aller de descendre plus bas, mais par contre, la loterie de cette année, ça va être... Il y a tellement d'équipes qui ont beaucoup à gagner dans cette loterie. C'est assez fou, hein, entre que ce soit OKC, que ce soit les Sixers, il y a tellement de joueurs d'équipes pour une raison ou pour une autre qui peuvent se renforcer de manière impressionnante. Ça va être assez passionnant à suivre. C'est clair. Voilà pour ce qui était des matchs. Hier, avec Antoine, pardon, vous avez fait un podcast dans lequel vous avez donné vos pics pour les trophées de fin de saison. Est-ce que tu as été surpris par certains des choix d'Antoine, ou est-ce que c'était à peu près ce que tu imaginais? Je suis jamais surpris par Antoine, mais non. si, non, mais je savais, on en avait parlé avant, qu'il était, ces derniers jours, il changeait, il est en train de changer d'avis sur certains des trophées, notamment le MVP, où il avait à peu près accepté l'idée que s'il avait le droit de vote, il voterait pour Shai Gilgeous-Alexander. Il a changé d'avis sous ta pression, je le sais. Non, sous ton influence positive, allez, on va dire ça comme ça. Et sur les autres, il a aussi changé en cours de route sur le MIP, donc c'est intéressant. Ça montre que les trophées sont extrêmement ouverts et que parfois, d'une journée à l'autre, on est plus sensible à certains arguments que d'autres. Pour le MIP, j'étais un peu surpris qu'il change en cours de route. C'est le seul truc auquel je ne m'attendais pas. Pour le reste, on parle tellement tous les jours que je m'attendais à peu près à ce qu'il nous a proposé. Et toi, tu avais changé un petit peu d'avis au fur et à mesure, parce qu'il y a des au moment de mettre sur la page tes pics définitifs, est-ce qu'il y en a qui ont été plus durs à choisir que d'autres? Ouais, je crois, celui sur lequel j'ai changé récemment, je pense que c'est le MIP où j'ai choisi Dyson Daniels. Pendant longtemps, j'étais quand même sur l'arc Cade Cunningham, et puis après, j'ai considéré d'autres arguments, le côté l'explosion, la révélation presque, alors que Cunningham, on savait qu'il était déjà très très talentueux, mais qu'il a changé un peu de statut, qu'il a emmené son équipe haut. Moi, c'est sur ça. Et puis sur la défense, je crois que j'ai changé récemment. Je m'étais pas penché sur le trophée, sans doute dégoûté de voir que Victor pourrait pas l'avoir cette année, alors que ça lui tendait les bras. J'ai choisi Lou Dort en me disant, allez, pour une fois, je vais me dire
qui est le mec que personne n'a envie de l'avoir sur le dos. Tout le monde, après chaque match, dit Lou Dort, c'est le plus dur contre lequel je peux évoluer. Toutes les stars, Doncic et compagnie, disent tous que c'est un poison. Il joue dans l'équipe qui est classée numéro 1, qui a la meilleure défense. Je sais plus les stats avancées défensives, mais OKC est encore très, très, très haut. Je me suis dit, voilà, pour tous les Jrue Holiday de ce monde qui l'ont pas eu, qui chaque année sont cités comme référence en la matière, Lou Dort cette année, je trouve qu'il mérite, donc je lui ai donné. J'ai pas voulu rentrer dans le. Est-ce que ça devrait pas être Mobley? Est-ce que ça devrait pas être Jaren Jackson Jr.? Est-ce que Draymond Green fait pas un push de fin de saison? Non, je les ai moins considérés et je me suis tourné vers Dort. Voilà. C'est le deuxième sur lequel j'ai peut-être changé récemment, ou en tout cas je m'y suis intéressé plus récemment. J'ai trouvé que c'était deux des plus durs en fait. Ces deux-là à choisir en fait. Vraiment, j'ai trouvé que c'était deux des plus durs. Je sais pas si tu veux, je peux te donner mes pics si tu veux. Ouais. Comme j'ai. Le peuple les réclame. Bah écoute, je vais commencer par le MVP. Moi, je suis malgré tout resté sur Jokic. Même si c'est une course qui est serrée, bien entendu, même tous les arguments que tu as pu avancer ou d'autres ont pu avancer pour Shai Gilgeous-Alexander sont tout à fait légitimes, recevables, effectivement. Mais j'ai vraiment le sentiment que ce que fait Jokic cette année, c'est complètement dingue. Et que finalement, le plus gros argument à son encontre, c'est peut-être qu'il n'est pas une équipe aussi profonde et aussi bonne que chez Gilgeous-Alexander autour de lui. Pour moi, c'est historique la saison à laquelle on est en train d'assister. Là, il y a eu les moments forts, les triple. Alors, effectivement, ils ne sont pas ponctués de victoire. Le triple-double à 60 points, le 30, 20 et 20, enfin, ces trucs-là, c'est pas systématiquement ponctué par des victoires, mais je trouve ça dur de retenir ça contre lui quand tu vois tout ce qu'il apporte sur ces matchs-là. Ouais, pour moi, c'est le MVP. Et j'ai vraiment le sentiment, je me pose la question de savoir si effectivement, parce que le consensus global a l'air de peser en faveur de Shai Gilgeous-Alexander, si par la suite... Je retire rien à Shai en plus. J'adore le joueur, hein, j'adore OKC, c'est vraiment un joueur extraordinaire. Mais je me demande dans quelle mesure on s'en souviendra pas comme de la saison où Jokic n'a pas eu le MVP qu'il aurait pu dû avoir. Ça, ce sera quand même dicté, je pense, par la suite. C'est ce que je disais Antoine, c'est-à-dire que dans l'absolu, tu parlais de saison historique, c'est même un arc historique, une période, une fenêtre historique pour Jokic, ce qu'il est en train de faire. Ça, on s'en souviendra. Moi, je me rappellerai de toute cette période-là comme la période de Jokic. Après, sur les titres, on verra. Il y en a eu un au moins déjà, c'est cool. Non, je disais que c'est les playoffs qui vont être le révélateur, parce que peut-être effectivement qu'après on se dira, Jokic il l'a pas eu alors qu'il a fait cette saison-là, c'est fou. Mais au final, je trouve que c'est pas très grave. C'est comme le suite de Jordan face à Malone et peut-être d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que la saison de Malone où Jordan pouvait l'avoir. C'est pas très grave. Je dis pas que c'est pas grave de se faire voler entre guillemets un titre, parce que ce serait pas du vol vu la saison que fait l'autre. Mais ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer en playoff, tu vois, je pense. Et de la manière dont on va se souvenir. Et moi, pour l'instant, vraiment à l'instant T, au moment du vote, ce que je retiens, c'est la saison d'OKC, tu vois. Je pense que je vais m'en souvenir comme cette saison régulière-là. Le Thunder, qui est une équipe encore jeune, qui arrive à maturité très tôt et qui finit largement devant toutes les autres à l'Ouest. Et peut-être que si ils se font sortir au premier tour et que les Nuggets vont loin et que Jokic est incroyable, on se dira, oula, ouais, bon, c'était pas le reflet de ce qui s'est passé après. Mais je trouve pas que ce soit très grave. Et je pense même, le plus important, en fait, je crois que c'est que Jokic s'en fout totalement. Pas de gagner, il est très content de gagner, c'est cool la legacy et machin. Je pense qu'il est vraiment concentré sur les playoffs. Tu vois. Il va pas se dire je me suis fait voler. Il y en a d'autres qui l'auraient peut-être pris plus à cœur. S'il gagne pas, hein, c'est pas garanti encore. Mais lui, je pense que c'est pas ça qui va l'intéresser et c'est ce qui est le plus important, je trouve. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. D'autant que Shai réalise vraiment l'une des meilleures saisons jamais vues pour un arrière dans toute l'histoire. Le truc, c'est que Jokic, il réalise l'une des meilleures saisons jamais vues tout court. Ah ouais, donc c'est toujours ça. En fait, je trouve ça un peu dur si au bout du compte le deal breaker, c'est de voir où sont classées chacune des deux équipes en fin de saison régulière, sachant qu'au bout du compte, il y aura très peu d'écart. Alors, je dis pas, ok, si c'est démarqué, hein, mais derrière, entre, le bain de sang que c'est, tu peux finir entre la 3e et la 8e place, ça va se jouer à rien du tout. Ça, je trouverais ça un peu rude parce que j'ai l'impression, vraiment, là, j'aurais le sentiment que finalement, on pénalise le mec qui était le moins bien entouré des deux et pas forcément le meilleur ou le joueur qui a réalisé la meilleure saison des deux. J'ai du mal à me dire qu'il est moins bien, qu'il est moins bien entouré. Oui, ok, ici l'équipe est plus complète maintenant, on le voit, mais
il a une base d'effectifs qui est celle qui a gagné le titre il y a 2 ans, je trouve. Alors, il y a des mecs qui sont partis, des soldats, hein, les KCP, Bruce Brown et tout. Mais il a toujours. Bon, Murray est blessé, certes. Mais j'ai du mal à me dire. Tu vois, Westbrook, quand il gagne son titre de MVP, j'aurais pas voté pour lui, mais je me suis dit, ouais, il a vraiment fait un truc de ouf parce que l'équipe autour, elle était pas ouf, tu vois. Là, c'est une base d'équipe qui a été championne quand même. Mais bon, ouais, c'est un autre débat. C'est pas. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait la même base qui est. Non, franchement, je trouve que l'effectif d'OKC est bien plus talentueux, personnellement. Oui, Enfin, oui, ah non, il est, c'est. c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas un mauvais effectif à côté de Jokic, tu vois, je trouve. Non, non, j'ai pas dit que c'était j'ai pas dit que c'était un mauvais effectif, effectivement. Mais de la même manière, on pourrait dire que c'est un bon effectif principalement parce qu'il y a Jokic. Et que si tu fais plug and play, que tu remplaces par un autre All-Star ou une autre star, cette équipe, elle a pas du tout le même rendement, en fait. C'est pas faux. C'est ce qui fait que Jokic est incroyable, hein. Mais moi, s'il gagne, je serais content, hein. C'est incroyable ce qu'on voit. C'est le joueur, c'est le meilleur joueur du monde. Je le redis une millième fois. C'est pas parce que moi, je voterai pour Shai Gilgeous-Alexander que, enfin, Jokic, c'est le joueur que je le prends en premier, donc, quelle que soit la configuration, hein, d'une draft hypothétique, ce que tu veux. Il est incroyable. Ouais, ouais, non, c'est clair. En tout cas, je pense que ça va quand même se jouer dans la dernière semaine. Un peu, j'ai entendu, il y a pas mal de votants potentiels qui disaient qu'ils attendaient vraiment la fin de la saison pour prendre une Ouais. décision. Allez, je te donne mes autres picks quand même, peut-être de manière plus rapide. Pour le meilleur défenseur de l'année, très dur, vraiment. J'ai longtemps hésité avec Dort aussi, parce qu'effectivement, le rendu, la manière dont il complique la tâche des meilleurs joueurs du monde sur son poste. Mais j'ai quand même, moi, j'aurais choisi Mobley au bout du compte. Un petit peu de la même manière que les saisons où Rudy Gobert avait été Defensive Player of the Year. Là, il n'a pas le même impact que Rudy. Mais malgré tout, quand tu regardes cette équipe de Cleveland et Ouais. quand tu vois même la défense les efforts défensifs que peut faire un mec comme Donovan Mitchell maintenant, ou le fait que la défense de cette équipe, elle commence quand même par lui. Alors, il y a d'autres bons défenseurs dans cette équipe, je dis pas le contraire, mais je trouve que son impact et son rayonnement est vraiment impressionnant pour son poste, que ça soit statistiquement ou même à l'œil. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu le. Et puis pareil, comme tu disais, c'est une équipe qui est première de sa conférence. Non. C'est lui qui a changé, enfin il a contribué à changer la culture de cette équipe. Et de la même manière, pour le coach de l'année, sans surprise, je pense que c'est Kenny Atkinson, parce que quand tu vois la transformation d'une année sur l'autre, c'est vraiment impressionnant. Après, il y avait pas mal de bons candidats aussi pour ce trophée. Et de manière très étonnante, Bickerstaff aussi était dans la course, hein. Il fera podium, hein, c'est sûr. Ouais. Bah, vu des trois qui va en playoff sans passer par le play-in, alors qu'ils ils ont fait une saison à 14 victoires. Antoine avait raison de pondérer parce que moi, il sait que j'aime bien Bickerstaff et que je suis content que ça ait fonctionné. Mais c'est vrai que c'est presque un témoignage de à quel point Monty Williams s'est passé à J'allais côté, dire. quoi. Pourtant, le mec a été coach de l'année, c'est pas un escroc non plus. Ça n'a pas du tout fonctionné dans des proportions qui étaient inimaginables et c'est un fiasco terrible. Mais je suis content pour Bickerstaff, il sera dans le probablement podium, ça se joue avec. Moi j'ai dit que j'avais quand même, je dis Antoine, j'avais quand même hésité avec Udoka parce que le mec joue à l'Ouest. Il arrive à finir deuxième probablement de la conférence Ouest avec une équipe qui est intéressante, hein, mais à laquelle il a vraiment amené une identité. Il est pas, c'est sa deuxième saison, mais il y a quand même des changements par rapport à l'année dernière. Donc il y a des ajustements, des adaptations. Je trouve que c'est assez phénoménal ce qu'il a fait. Puis après, Antoine mettait Reddick en deuxième, ce qui est intéressant, je trouve aussi, parce que on a vu beaucoup de très bonnes choses de sa part. Puis on a d'autres qu'on n'a pas cités certainement. Ne serait-ce que le sortant, hein, Marc Daigneault, il arrive à faire encore mieux que la saison dernière, avec certes un bel effectif, mais être premier avec autant d'avance, ça mérite aussi d'être mentionné, je trouve. Mais oui, Atkinson, ce serait injuste de ne pas lui donner tout ça parce qu'ils sont moins phénoménaux que dans le dernier, sur la fin. Oui, de toute façon, ils ont dominé quand même la conférence Ouais. de la tête et des épaules tout du long. Je vois pas comment le trophée pourrait lui échapper. Pour le MIP, moi j'ai choisi Kate Cunningham. Moi j'adore Dyson Daniels, comme tu le dis, hein, comme tu le sais plutôt. J'aime vraiment beaucoup Dyson Daniels, mais voilà, je pense que Kate Cunningham, je commençais à me poser la question, tu vois, je savais pas trop où situer ce joueur, s'il deviendrait un peu l'espèce de première option qu'on avait imaginé. Et là, il a répondu à toutes ces questions-là, donc je pense qu'il a voilà, un peu. Ça serait mon choix pour le MIP. Rookie de l'année, c'était pareil, c'était pas simple. Je pense quand même que c'est Stephen Castle, mais vraiment, en début d'année, j'avais mis Zachary Rizaché, je crois, comme rookie de l'année. Oui, c'est ça. Dans mes pronostics, il sera pas loin. Honnêtement, il sera pas loin. Et avec vraiment la trajectoire que j'avais imaginé ou qu'on avait imaginé de voilà, une espèce de montée en puissance tout au long de l'année. Et encore, tu vois, quand j'entendais
J'entendais certains dans un podcast de Bill Simmons qui parlait de Rizaché en disant ouais, c'est pas vraiment un playmaker, c'est parce qu'en fait ils l'ont pas vu jouer avec la balle en main, qu'il a pas ce rôle-là du tout à Atlanta. Et c'est ce qu'on attend, enfin je pense tous, c'est qu'il ait plus d'opportunités de montrer ce qu'il peut faire avec le ballon à la création. Et sixième homme de l'année, bah, là je vais pas faire original non plus, Peyton Pritchard je pense, même si j'ai pas mal hésité avec un autre Piston, Malik Beasley, Ouais. qui fait vraiment une superbe saison et qui est essentiel finalement dans leur performance, dans leurs résultats cette saison. Et là aussi un joueur sur lequel je m'étais dit, bon bah finalement, c'est un... j'ai l'impression qu'il était vraiment surcoté à un moment, à chaque fois qu'il était dans un trade, on disait ouais, et en plus il y a Malik Beasley, et puis derrière ça marchait jamais vraiment. Là finalement, je sais pas si c'est le contexte ou si c'est la confiance que lui a donné Bickerstaff, mais il réalise une saison assez exceptionnelle en termes d'adresse. Ouais, carrément. Je regardais, parce que tu disais que tu avais choisi Rizaché, et je regardais un peu nos pronos de début de saison, mais Ouais. bah, effectivement, tu avais mis Rizaché. Pour le reste, tu as été moins en réussite que d'autres années où tu avais fait des belles. Tu es pour rien, tu avais mis Doncic en MVP, Scoot Henderson en MIP, Victor en DPOI. Bon, ça, c'est pareil. Tu as été tributé, tu as malheureusement été handicapé par les blessures. Coach of the Year, Mazzula, c'est vrai qu'on n'en parle pas, Antoine en a parlé un peu, mais il fait une super saison aussi. Hein. C'est Ouais. pour plein de raisons. Dans la Bah, gestion de l'effectif, c'est remarquable aussi quand même. bah c'est clair. Et Six-Man, tu avais mis Dante DiVincenzo, que bon, ça va mieux, mais c'est pas, voilà, malheureusement, c'est pas assez bon pour finir Six-Man of the Year. Ouais. Bah écoutez, voilà, en tout cas, on vous met le lien là vers le podcast d'hier si jamais vous voulez écouter tout ce que Shai et Antoine ont raconté à ce sujet. Je te propose qu'on referme là ce QFR. On se retrouve dès demain. Vous retrouvez la douce voix d'Antoine avec la voix de crooner à la Barry White de Shai. Et puis, on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao.